Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau podcast. Le concept est très simple puisqu'il n'y a pas d'image, pas de vidéo et seulement de la voix, seulement le message pur, sans intermédiaire. Vous pourrez donc vaquer à diverses occupations pendant les minutes à venir, pendant lesquelles vous écouterez ma voix en train de déblatérer un certain nombre de choses pendant les nombreuses minutes à venir. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui ? Eh bien, c'est très simple puisque je vais vous faire une espèce de suite non officielle de la première vidéo, du premier podcast sorti sur cette chaîne, la troisième oreille originelle, sortie il y a 2 ans jour pour jour. Voilà, c'est la même date, la date anniversaire, donc voilà, c'est pas anodin d'avoir choisi cette date. Je me suis dit, bah voilà, ça tombe bientôt, donc autant en profiter pour marquer le coup. Et donc cette première vidéo, de quoi parlait-elle ? Eh bien, elle parlait du sujet de l'artiste, en gros, de comment, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, tout ça. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de poursuivre le sujet en parlant non pas de l'artiste, de la personne, mais plus de l'œuvre et de l'acte de création, de comment créer une œuvre en fait. Et donc, quoi de mieux que cette date un petit peu symbolique pour boucler la boucle et terminer, je l'espère, sur ce sujet, parce que voilà, j'ai pas non plus envie de me focaliser que sur ça et de parler que de ça tout le temps. Donc voilà, je trouve ça pas mal de faire un petit cycle comme ça, hop, on finit sur un truc bien où je vais vous expliquer en gros, enfin, vous expliquer. Je vais vous faire part de mon expérience dans la création et essayer de vous donner mon point de vue, en tout cas des espèces de conseils, d'avis sur la création, comment l'envisager, en quelque sorte des méthodes, mais ne le prenez pas comme ça, c'est pas vraiment des méthodes où je vais vous expliquer dans cette vidéo nous allons voir comment écrire un livre. Non, c'est pas ça le but, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui fait l'essence de la création et de donner des conseils un peu généraux pour vous aider sûrement ou peut-être à éclairer un peu votre point de vue là-dessus. Bien entendu, je parle de création et de création en général. Au départ, moi, les domaines qui me concernent plus, a priori, c'est l'écriture et la musique, même si un peu moins, mais voilà, c'est un peu les domaines dans lesquels je peux éventuellement avoir une légitimité à m'exprimer. Mais bon, pour d'autres domaines, audiovisuel, dessin, tout ça, j'ai pas forcément les connaissances et l'expérience. Mais je pense que ce que je peux vous dire là-dedans peut faire écho et si vous êtes un peu plus expert que moi dans le domaine, vous pouvez faire des ponts, des liens, parce que je pense que mine de rien, tous les arts sont un peu connectés entre eux et que on peut utiliser le même processus créatif dans différents domaines. Mais voilà, je vais surtout m'exprimer sur le thème de l'écriture en fait. À la base, j'aurais pu très bien appeler ça comment écrire un livre par exemple, c'était un peu l'idée que j'avais en tête. Mais bon, on va pas se cantonner à ça et puis voilà, donner des trucs un peu plus généraux. Mais c'est vrai que je vais surtout parler en tant qu'auteur quoi. Hein. Et enfin, pour terminer la parenthèse avant de commencer, je parle de création, mais voilà, dans l'art tel que je le conçois, il y a en gros 2 grosses catégories. Tel que je le conçois. Hein. Je donne aucune vérité dans ces vidéos, rappelez-vous, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, je vous donne juste des points de vue et c'est à vous de retravailler ça derrière. Mais en gros, tel que je le considère, voilà, il y a la création et ce que j'ai plutôt appelé l'interprétation, quoi. La création, c'est vraiment l'origine, entre guillemets, le matériau de base, c'est-à-dire on part de rien et on va construire quelque chose, on va écrire, on va composer. Alors que l'interprétation, c'est tout ce qui va relever de la mise en œuvre d'une création, quoi. Voilà, dans une pièce de théâtre, tu as l'auteur qui va être créateur et l'interprète qui va faire vivre ce texte. De la même manière qu'en musique, on a un compositeur qui va créer une partition et on a des interprètes, des musiciens qui vont jouer cette partition et la faire exister. Et donc moi, vous l'aurez compris, je me place bien sûr du côté de la création et c'est de ça que je suis le plus apte à vous parler et c'est ce qu'on va faire très justement maintenant. Et donc mon premier conseil, la première chose que j'ai à vous dire, qui est une chose qu'on retrouve finalement assez souvent dès qu'il s'agit de sortes de tutos sur la création, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est le fait de dire que il faut pas écouter les conseils qu'on vous donne. Voilà, c'est un conseil pour vous dire n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous expliquer des méthodes pour écrire un livre, pour composer de la musique, pour faire du dessin.
On va vous donner des méthodes, des astuces, des conseils sur jusque carrément dans le mode de vie à adopter, c'est-à-dire de se dire voilà, on se donne 4 heures par jour, mettons, de telle heure à telle heure, et on se met devant son papier et on travaille même si on n'a pas envie, même si on n'a pas d'idée, on se force quand même pour pouvoir être productif, pour pouvoir se lancer. Donc voilà, c'est ce genre, enfin voilà, ça va jusque dans ce genre de conseils-là. Et là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis à dire sur ces conseils-là, tout autant qu'ils existent. J'ai pas vraiment d'avis absolu dessus. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, chacun a sa méthode. Enfin, ça, je vous apprends rien. Je veux dire, il n'y a pas de méthode qui marchera pour tout le monde. C'est à chacun de trouver un peu sa façon de faire. Et donc ça se trouve uniquement par empirisme, quoi, par l'expérience, en tâtonnant, en essayant. Et toutes ces méthodes, ces conseils qu'on va vous livrer, en fait, c'est des plats tout faits. Vous savez, c'est comme quand on va au supermarché et qu'on achète des plats en barquette. Tu vois, t'achètes ton hachis parmentier tout fait, tes galettes bretonnes toutes faites, tu vois. Et certes, dans les faits, ça marche, tu vois. Genre, c'est bien des galettes bretonnes que t'as entre les mains, mais c'est pas bon, tu vois. C'est pas des bons ingrédients, c'est préparé industriellement. C'est de la merde. Et donc le but, c'est que vous arriviez à faire vos propres galettes bretonnes. Et pour ce faire, voilà, il faut essayer, il faut se tromper, il faut chercher, et il faut affiner au fur et à mesure votre façon de faire vos galettes bretonnes, en fait. Voilà. C'est pour ça que tout conseil n'est pas forcément mauvais à prendre ou à jeter, mais il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un conseil avec un maximum de recul. Donc n'oubliez pas toujours les pincettes. Les gens qui vous donnent des méthodes toutes faites, des recettes toutes faites, ils seront nuisibles. Ils vont pas vous aider à produire votre œuvre, enfin ce dont vous avez envie, mais ils vont plus vous dire comment produire efficacement, comment créer vite et quelque chose qui va fonctionner. Et dans les faits, oui, c'est ça. Enfin, vous aurez rapidement un résultat probant. Mais le but de la création, c'est quand même avant tout de faire ce dont vous avez envie. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut tout jeter à la poubelle, et donc vos galettes bretonnes, vous n'allez pas mettre n'importe quoi dedans, sous prétexte que c'est vous le maître à bord, quoi. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence entre les ingrédients. Voilà, vous saisissez. J'espère que cette image de galette bretonne vous parle vraiment. Mais bref, voilà, donc ça c'est le premier point, et dans tous les cas, la chose qui va être essentielle de déterminer avant d'aller plus loin, de poursuivre dans votre objectif, ça va être de déterminer vers quel résultat vous voulez aller, à quel point vous voulez vous mettre dans la création. Parce que donc pour prendre l'image du livre, vous pouvez très bien vous dire que vous avez envie d'écrire l'histoire qui vous fait envie, voilà, un petit truc comme ça sans trop de prétention, mais où vous quand même vous mettez de votre personne et vous avez un minimum d'exigence artistique quant au résultat. Donc vous allez passer peut-être 1 an ou 2 à travailler régulièrement le soir, les week-ends là-dessus. Ou alors est-ce que vous avez vraiment envie de faire le truc ultime de votre vie, ultra chiadé, où vous allez passer 2, 3 000, 4 000, voire plus d'heures pour arriver au résultat, à écrire, réécrire, à vous acharner dessus, quoi. Et donc de ça va découler votre taux d'implication dans la création, parce que moi, la façon que j'ai de faire, maintenant, en tout cas aujourd'hui, c'est de m'investir pleinement dedans, quoi, de consacrer tout mon temps à ça, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et créer une œuvre, ça se fait pas forcément. Voilà, moi, je vais plus mettre en avant la technique justement de se concentrer que ça, de limite de se couper du monde et de faire que ça de ses journées. Mais ça, c'est pas une méthode que je pourrais recommander à tout le monde. C'est vraiment si vous avez envie de faire de la création votre métier et de faire des choses qui soient vraiment de qualité, que ça vous tient vraiment à cœur et que c'est, le sens premier de votre vie, entre guillemets. C'est-à-dire que sur toutes les choses que vous pouvez faire dans le monde, dans la société pour être utile, la chose prioritaire, c'est de créer. On a tous plus ou moins ce besoin de créer. Il y a des gens pour qui c'est un truc un peu secondaire, un peu en plus de leur passion première. Et il y a des gens pour qui créer, c'est vraiment le truc le plus important. Et à ce moment, faut pas perdre de temps à faire d'autres choses futiles à côté, quoi. Et quand je parle de choses futiles, je parle plus
de boulot alimentaire. Enfin, je veux dire, si vous pouvez vous en passer, faites-le autant que possible, quoi, parce que c'est con, hein, mais un boulot alimentaire, ça nuit à la création, en fait. Mais bref, il faut savoir à quel point la création est importante pour vous, pour savoir combien de temps vous allez allouer à cette activité, quoi. Et dans tous les cas, c'est jamais bon de directement se dire bon bah je veux faire que ça et puis vous couper du monde directement et faire ça 10 heures par jour. Je pense que la première approche qu'on doit avoir, elle doit être plus raisonnable, quoi. Faut y aller petit à petit et ensuite aller vers cet objectif de savoir si ça vous parle vraiment et de gagner un peu en expérience pour ensuite se lancer dans le grand bain, quoi. La création, c'est pas forcément quelque chose d'éternel, quoi, qui a vocation à durer toute votre vie. C'est-à-dire qu'un artiste, un créateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a un moyen, une façon de s'exprimer, de communiquer qui est un peu différente des autres, ou qui, sur un sujet précis, sur une période donnée, a besoin de s'exprimer différemment que le font habituellement les gens, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois, quoi. L'art ou la création, c'est un moyen de communication alternatif, si vous voulez. Et donc, c'est normal d'avoir des choses à exprimer et de vouloir mettre ça en œuvre dans une création artistique pour pouvoir le partager aux gens, quoi. Le truc, c'est que on n'a pas tous les mêmes choses à dire et le même nombre de choses à dire. C'est-à-dire que y en a certains, en une seule œuvre, en un seul film, en un seul livre, ils auront fait le tour de ce qu'ils ont à dire, et du coup tout ce qu'ils vont faire d'autre par la suite, ce sera un peu une redite, en fait. Et ça, je pense que vous en avez des exemples d'artistes célèbres, entre guillemets, de réalisateurs, d'écrivains ou quoi, qui ont fait une œuvre forte, une œuvre marquante, et qui ont poursuivi leur activité, qui ont continué de publier des bouquins, de sortir des albums, de faire des films, mais où on n'a jamais retrouvé cette intensité, cet impact. Et c'est normal, en fait, parce que ils se sont professionnalisés, alors que la création, en fait, elle n'a pas de but d'être professionnalisante. Enfin, je veux dire, tant que vous avez des choses à dire, vous continuez, mais au moment où vous sentez que vous avez fait le tour et que vous ne pouvez plus vous dépasser, c'est-à-dire faire quelque chose d'une qualité formelle qui soit supérieure ou au moins égale à ce que vous avez fait auparavant, ça sert à rien de continuer, parce que il faut pas chercher à créer pour le principe. Le but d'une création, c'est de créer. C'est con ce que je vous dis, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'apporter quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. Et donc si formellement, en termes d'esthétique, de style, vous n'avez plus rien à ajouter, et qu'en termes de propos, vous n'avez plus rien à dire, vous n'allez pas créer. Oui. Et donc je pense que c'est important aussi de savoir quand s'arrêter. Parce que c'est bien beau de se dire que auteur c'est un métier, réalisateur c'est un métier, etc. etc. Mais créateur, c'est pas un métier, c'est un état. Mais voilà, il y a des gens pour qui ça va réussir à durer toute la vie, et il y en a d'autres pour qui ce sera pas le cas, et il faut savoir, comme on dit, il faut savoir se retirer. Donc voilà, moi je vous dis ça, mais je veux essayer d'appliquer ce principe-là pour moi-même, hein. Je veux dire, le jour où je sais que j'aurai plus rien à écrire, et que, en termes d'écriture de roman par exemple, le jour où j'ai plus de choses à amener, ou que je sens que je régresse, que j'arrive pas à progresser, à faire aussi bien que le précédent, je me dis là, à ce moment-là, j'arrête, au moins temporairement. Et c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé en musique, hein. J'ai plus ou moins pris la décision d'arrêter la musique, et là encore ça va, je suis assez jeune, donc il se peut que je reprenne plus tard, voilà, dans 1 an, 10 ans, j'en sais rien, où j'aurai à nouveau un nouvel angle d'attaque musical, et où je serai à nouveau capable de composer des choses un peu différentes. Mais là, de toute façon, je tourne en rond, et je trouve pas ça intéressant de m'obstiner dans cette voie où musicalement j'avance plus, et je trouve que avant j'avais un meilleur niveau qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'est assez radical, hein, mais je me suis dit, j'arrête la musique, genre je touche plus d'instruments, je fais plus rien pendant au moins 1 an, jusqu'à ce que l'envie et l'inspiration reviennent, quoi. Donc voilà, quand t'es assez jeune et que ça t'arrive, tu te dis
c'est une pause, tu vois, ça peut reprendre plus tard. Quand t'as 80 ans et que t'as plus l'inspiration, bon, là, c'est un peu plus compliqué de se dire c'est une pause et je vais m'y remettre, quoi. Mais voilà, il faut pas avoir peur de dire j'arrête. Et au contraire, enfin, je trouve ça puissant, quoi. Tous les créateurs qui disent voilà, ça c'est ma dernière œuvre ou après ça j'arrête, c'est qu'ils sont vraiment conscients de leur art et c'est vraiment un acte admirable. Et donc voilà, de la même manière, on aura des artistes qui vont faire des trucs et pendant 15-20 ans on n'entendra plus parler d'eux et puis ils vont revenir avec quelque chose de nouveau. Et bon, à ce moment-là, il y a deux cas de figure, hein. Soit ils ont besoin de fric et ils font de la merde, soit ils s'étaient arrêtés parce que ils avaient plus rien à dire. Et là, ils ont un nouveau truc mastoc sur lequel ils ont eu le temps de bien travailler tranquillement sans avoir de pression de producteur ou je ne sais quoi. Et voilà, ils reviennent en force, quoi. Et donc là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a... mettons que vous avez plusieurs idées d'histoires, de choses diverses et variées que vous avez envie de faire, mais il y en a une qui vous tient plus à cœur que les autres. La question, c'est de savoir quand s'y attaquer, en fait. Parce que de faire ça en premier essai, en fait, de faire le truc qui vous tient à cœur en premier lieu, avant d'avoir de l'expérience ou quoi, c'est une erreur. Ça, par contre, j'en suis... Voilà, je veux pas imposer mon avis ou quoi, mais pour moi, c'est une erreur de faire en premier le truc qui vous tient le plus à cœur, quoi. C'est-à-dire que vous avez plusieurs idées de romans, et il y en a un qui est le projet de votre vie. Il faut vous faire la main avant de vous attaquer à ça, parce que inévitablement vous serez déçu. L'autre erreur, ce serait de faire ça en dernier, c'est-à-dire vous faites plein d'autres trucs, et quand vous voulez enfin vous attaquer au projet ultime de votre vie, vous êtes fatigué, vous avez déjà donné beaucoup dans d'autres œuvres, et du coup quand vous arrivez à ce moment-là, c'est plus... Et puis pareil, le temps a passé, vous avez grandi, vous avez mûri, ce qui fait que cette histoire ne correspond peut-être plus à votre état d'esprit, et vous pourrez plus l'aborder aussi bien que si c'était à un autre moment antérieur, quoi. Donc voilà, là-dessus, ce que je vous conseille, c'est si vous avez vraiment un truc qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et que vous avez envie de concrétiser cette chose, d'aller jusqu'au bout, faites-vous la main avec un truc ou deux avant. Si vous voulez faire des films, faites des courts-métrages, un petit, voire même un long-métrage, vous faites des erreurs où vous apprenez pour ensuite attaquer le gros, quoi. Ça me paraît être un peu la base, mais c'est vrai que c'est pas non plus totalement con de le rappeler, parce que on a souvent on est un peu impatient, quoi. On a envie d'aller à l'essentiel en priorité, et c'est pas nécessairement la démarche qu'il faut adapter, hein. Quand vous êtes créateur, que vous voulez écrire un truc, créer une œuvre, il faut être très patient et il faut voir en années, hein. Un truc peut se créer sur plus de 10 ans, donc il faut vraiment être patient et pas vouloir aller le plus vite possible, parce qu'après on regrette. Et donc par rapport à tout ça, créer, ça va de pair avec détruire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas créer sans détruire, vous ne pourrez pas réussir sans vous tromper. Et donc normalement vous savez, je pense pas vous apprendre ça, mais tous les gens qui ont un talent, qui sont doués en écriture, en musique, etc., ils sont là à force de travail, d'années de travail, et ils se sont beaucoup plantés, et c'est essentiel de faire de la merde. Mais il y a quand même un truc, voilà, ça aussi il faut le comprendre. Quelqu'un qui crée ne doit pas forcément montrer tout ce qu'il crée à tout le monde. Tout ne doit pas être public. Et même, je pense que le travail d'un créateur, et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que quand vous êtes créateur, ce que vous montrez au public, ce qui devient officiel, ce qui devient public, quoi, c'est peut-être 10% de votre travail. C'est-à-dire que si vous voulez composer de la musique, vous écrivez des trucs, il y a plein de choses qui sont géniales dans ce que vous faites, mais pour faire un truc qui soit vraiment... qui vaille le coup, vous allez prendre tout ce que vous avez fait, vous allez prendre un truc énorme, et vous allez jeter énormément de tout ça, et vous allez garder juste 10% de toute cette matière. Et là, à la fin, vous aurez un truc,
c'est du concentré, le concentré du meilleur de vous-même, quoi. Et donc c'est ça qui est un peu dur, quoi, c'est de pas s'évertuer à montrer tout ce qu'on fait, mais savoir aussi mettre sur le côté ce que vous aimez, mais que vous estimez un peu en dessous d'autres choses et qui n'ont pas leur place dans quelque chose d'important, quoi. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à prendre au début, parce que au début on a du mal à jeter des trucs, à se dire ah ouais mais ça j'en suis content quand même, ça me fait chier de le mettre à la poubelle en gros, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire et il faut bien en être conscient et il faut accepter ça. Et enfin voilà, avec le temps, je pense qu'on a plus de facilité à se débarrasser de choses un peu moins essentielles, quoi. Parce que voilà, il faut aussi faire la différence entre ce qui nous plaît à nous, mais ce qui est utile, quoi. Mais pour donner une image dans le monde de l'écriture, quoi, des auteurs, qui je pense fonctionne pareil hein, dans tous les arts, c'est que voilà, on dit qu'il y a en gros deux catégories d'auteurs. Il y a ceux qui rajoutent du texte et il y a ceux qui réduisent le texte. Et donc moi, vous aurez bien compris de quel côté je me place, c'est que voilà, je suis du côté où il faut réduire au maximum et garder juste ce qu'il faut. Et c'est pareil pour tout, enfin je veux dire dans le dessin, ça va être encore pire, quoi, parce que vous faites des tonnes de dessins qui sont juste des essais, des trucs pour vous entraîner et tout, et au final vous faites 50 dessins moches pour avoir le truc réussi qui est bien à la fin, quoi. Et à la limite, bon, en dessin, en écriture, c'est pas trop problématique parce que même si bon, ça utilise du temps, du matériel, ça nécessite que ça comme ressource en fait. Enfin voilà, il faut quand même bien sacrifier quelque chose pour pouvoir arriver à un résultat. Donc là, c'est un peu, c'est surtout du temps et ben voilà, quelques ressources, quoi, hein, quelques feuilles de papier. Bon, c'est pas bien méchant. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est pour ça que les arts audiovisuels, enfin le cinéma en particulier, je le classe un peu à part. C'est que vous pouvez pas créer un film de la même manière que vous créez un livre, quoi. Parce qu'il y a un enjeu économique derrière qui n'est pas du tout le même. Et donc dans le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette démarche de dire bah ça on jette et tout, parce que enfin vous avez un budget, vous avez tourné des scènes et enfin les décors il faut les utiliser, parce que si vous avez mis 500 000 euros de pour un tournage dans un endroit précis et qu'à la fin vous vous rendez compte que bah, ça correspond pas à votre histoire et que vous voulez pas mettre les rushs dedans, faut avoir les bollocks de dire à ton studio ouais enfin au final il y a 500 000 euros de rush qui servent à rien et ils sont pas dans le film, quoi. Enfin bon voilà, c'est un peu plus compliqué. Quand on est tout seul chez soi dans son atelier, on peut se permettre de brûler des trucs et de détruire. Quand on a des équipes techniques et des milliers d'euros de budget, c'est pas la même chose. Et donc voilà, il en va de même que, pour moi, le cinéma et l'audiovisuel en général, c'est peut-être l'art le plus compliqué parce que on peut pas vraiment, enfin on peut plus en tout cas être autodidacte. Parce que un tournage, ça coûte de l'argent. Enfin, il faut que votre tournage se fasse dans un temps le plus réduit possible, parce que bah, chaque jour, vous louez du matériel, vous payez des techniciens et tout ça, et donc plus votre tournage est long, plus il coûte cher. Et un réalisateur, aujourd'hui, sa principale qualité, ça doit être de pouvoir faire des économies, quoi, tourner le plus vite possible. Enfin, c'est ça que je trouve dommage, et c'est ça qui fait, je pense, le cinéma se tire vers le bas aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas passer 4 ans à tourner un film, on ne peut pas vraiment prendre le temps de créer le scénario au fur et à mesure, de retourner des scènes, de faire grandir le truc. Donc non, on est obligé de vraiment avoir un projet avec des dates limites, et le réalisateur qui a vraiment un rôle un peu assez autoritaire, parce qu'il doit vraiment, il a cette responsabilité-là, quoi, de gérer le budget, le timing et tout ça. Et parce que voilà, il y a des gens qui disent oui, on n'est pas obligé d'avoir un réalisateur pour tourner un film, tu vois, chacun est compétent dans son domaine, le chef-op il est compétent, les comédiens s'ils sont dirigés pas forcément par le réalisateur mais par différentes personnes, on peut réussir à faire un film sans réalisateur, ça c'est clair et net, mais ça prendra beaucoup plus de temps, et c'est pour ça qu'on a besoin de réalisateurs, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué. Bon, ça c'est la parenthèse sur le cinéma, mais c'est vrai que c'est un domaine qui est très spécial par rapport aux autres arts, et c'est un art très hybride, quoi, hein. C'est limite, j'aurais de plus en plus de mal à considérer que c'est vraiment un art, parce qu'il y a trop de contraintes économiques pour vraiment qualifier ça en tant que art pur et dur, quoi. L'art ne peut pas être dicté par des règles économiques, quoi. Si la motivation de la création c'est l'argent, alors
où est-ce qu'on va, quoi. On est plus en train de créer, on est en train de vendre. Donc voilà, ça aussi, au passage, je vous donne cette petite indication. Si vous me suivez un peu, vous aurez bien compris, hein, mais l'argent, c'est le cancer, quoi. Il faut essayer de s'en détacher le plus possible. Et l'argent ne peut que saccager la création. Là-dessus, je sais que je suis un peu radical, mais pour une création, on ne devrait même pas chercher à être rémunéré, en fait. Parce que je sais que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui seront en désaccord avec moi pour se dire oui, c'est pas parce que tu fais ta passion que tu peux pas être payé, quoi. Tu peux être payé pour faire un truc que t'aimes et tout ça. Mais ça dénature forcément l'œuvre à un moment ou à un autre. Si vous voulez, je suis pas contre le fait qu'on paye les artistes, mais je suis contre le fait qu'on paye les artistes pour leur art. Et ça, il faut bien le comprendre. Un créateur, sa préoccupation, ça doit être de créer. Ça doit pas être de faire un truc, de créer quelque chose pour pouvoir être payé ou pour pouvoir être rentable derrière. Parce que là, dans l'économie actuelle de l'art, un créateur, il est tiraillé entre deux choses. C'est soit le fait de faire la production, l'œuvre qui lui plaît à lui, mais qui, sur le marché ne vaudra rien. Tu vois, il va faire un livre, mais aucun éditeur n'en voudra parce que va le vendre, quoi, son truc. Et d'un autre côté, il y aura l'envie d'être rémunéré, quoi, de pouvoir gagner un peu d'argent pour pouvoir aussi survivre, hein, et pouvoir manger et vivre dans une maison, quoi. Donc voilà, vous vous rendez compte que créer, c'est peut-être pas aussi évident, quoi, hein. Depuis tout à l'heure, je vous dis, ouais, il faut limite faire de ça un mode de vie, quoi. C'est de l'ascèse, quoi, hein. Quand je vous dis qu'il faut faire ça 10 heures par jour, s'enfermer pendant 3 ans pour écrire son truc, le tout en n'étant pas payé, en n'étant pas sûr d'avoir du succès, c'est particulier, quoi. C'est un truc assez spécial, mais je pense que pour moi c'est ça la démarche créative, quoi. C'est vraiment de ce truc où tu fais quelque chose sans penser au résultat, quoi. Un créateur, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a un enjeu de moyens mais pas de fin, quoi, qui doit tout mettre en œuvre pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut, mais dont le résultat ne doit pas correspondre à une attente quelle qu'elle soit, si ce n'est l'attente personnelle du créateur de faire quelque chose de qualitatif. Mais ça, à la limite, ça paraît assez évident, quoi. Et donc voilà, pour moi, quand on est un peu dans ces conditions-là, si vous voulez, là, on est dans la création, quoi, parce qu'il n'y a rien qui parasite vous et ce que vous faites, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas quelque chose qui va influencer, c'est juste vous et votre œuvre, quoi. Et même s'il y a des personnes qui travaillent avec vous, si c'est quelque chose de collectif, dans le cadre d'un film ou même éventuellement de composition, quoi. Même si on compose seul en général, peut-être que c'est un truc de groupe ou même en théâtre où vous écrivez avec les comédiens et tout ça. Même si ça met en relation plusieurs personnes, la création, ça reste quand même quelque chose de relativement solitaire, quoi. C'est soi-même avec soi-même. Et voilà, et pour moi, ça, c'est les meilleures conditions de création possibles. Et je pense que tous ceux qui veulent se lancer dans la création, à quel niveau que ce soit, hein, je vous dis, hein, que ce soit quelqu'un qui a juste envie d'écrire son histoire pour se faire plaisir, ou quelqu'un qui veut faire de ça toute sa vie, quoi, qui veut être auteur toute sa vie, faut au moins une fois passer par ce truc-là de je prends 1 an ou 2 ans et je me concentre vraiment que sur ça, quoi. J'ai pas de travail à côté, j'ai rien d'autre, genre je fais ça tout le temps. Et écrire, je vous dis, hein, je prends toujours l'exemple du livre, mais écrire son livre, ça veut pas dire écrire seulement son livre, quoi. Il faut vraiment écrire d'autres textes à côté, d'autres trucs, se forcer un peu à faire des exercices, à écrire d'autres histoires, des trucs plus courts, machin, en même temps, pour pouvoir se faire la main, pour pouvoir un peu maîtriser la narration, le style, tout ça, quoi. Limite, faut écrire un livre ou une nouvelle à blanc, un truc que personne ne lira, qui sera juste pour vous, ce sera un peu moyen, mais au moins vous aurez gagné en expérience. Il faut vraiment pas hésiter à se rajouter des charges de travail qui sera pas, qui sera juste de l'expérimentation, quoi, qui est pas destiné à être montré à un public. Donc voilà, ça c'est hyper important. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais j'insiste vraiment sur ce point. Il faut vraiment s'acharner à travailler et tout. Et c'est ça aussi qui peut faire passer les artistes pour des gros branleurs de merde.
C'est-à-dire que, enfin voilà, dans ce que je vous dis, vous allez peut-être passer 3 ans à écrire un bouquin, sauf qu'à côté, vous allez travailler, enfin vous allez réfléchir, vous allez écrire plein de trucs qui seront jamais rendus publics. Et le truc, c'est que à la somme de ces 3-4 ans, il y aura juste un bouquin qui sera là à la fin. Et sauf qu'à côté, vous n'avez pas fait de travail alimentaire ou quoi, enfin, ou d'emploi, enfin de métier, quoi, payé et tout ça. Et donc, on peut se dire, ouais, ça va, tranquille, monsieur auteur, là, voilà, on prend 3 ans, on écrit juste un livre, et puis il n'y a rien d'autre à côté, quoi. Il est où notre besoin de divertissement, quoi, voilà, c'est le truc où on se dit, voilà, ouais, c'est bien sympa, mais il faut plus de vidéos sur la chaîne, hein. Il y a des auteurs, ils sortent un livre tous les ans, hein. Toi t'en sors que un tous les 3 ans, franchement, c'est que tu y mets pas du tien, hein, c'est que tu prends du bon temps, quoi. Donc voilà, non, c'est juste une autre façon de créer, quoi, et voilà, c'est compliqué parce que voilà, en plus de tout ce que je viens de vous dire, quoi, du fait que t'es pas payé, que tu passes tout ton temps à ça, à la fin, t'as... Enfin voilà, c'est ce que je vous dis, vous gardez que 10% de ce que vous faites, et donc ce qui fait que là où d'autres auront fait plein de trucs, ils auront produit plein de trucs mais un peu moyens, vous aurez fait juste une seule chose, une seule œuvre à la fin, qui sera de bien meilleure qualité, mais en termes de quantité, il y aura beaucoup moins. Ce qui fait que les gens vont se dire, vous abusez un peu, tu vois. Donc voilà, mais je pense que ce serait bénéfique pour genre que tout le monde dans sa vie, à un moment ou un autre, se concentre à ce travail de création, parce que voilà, ça aussi c'est un truc que je crois que je vous le disais dans la vidéo d'il y a 2 ans, c'est que tout le monde est artiste, quoi. Il n'y a pas des gens qui sont artistes et d'autres non, enfin je veux dire, on a tous à un moment besoin ou envie d'exprimer quelque chose, et voilà, le truc c'est qu'il y a des gens pour qui artiste ça dure 1 an, et il y en a d'autres pour qui c'est toute la vie, tu vois. Mais voilà, si tout le monde passait par cette étape là de travail, cette forme de travail de création, les mentalités évolueraient aussi, quoi. On arrêterait de traiter tout le monde de branleur, et on penserait la vie en société et la vie économique différemment, quoi. Et pas seulement sous le paradigme du travail capitaliste, de la productivité, etc., etc. Enfin bref, je vais essayer d'enchaîner sur autre chose là, parce que je m'éparpille un peu, et j'ai l'impression que ça fait un peu longtemps que je redis les mêmes choses. Et donc voilà, pour compenser, je vais vous donner la pépite, c'est-à-dire que c'est un truc tout con, mais vraiment un truc, je vous dis, c'est ras des pâquerettes, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Ça concerne l'originalité, en quelque sorte. En gros, voilà, pour vous faire simple, quand vous êtes dans le milieu artistique, votre principale préoccupation, ça va être d'être original, quoi. Ça va être de faire le truc qui n'a pas été fait 500 fois avant, et de trouver un peu le truc qui va vous démarquer des autres, etc., etc. Et donc ça prend des proportions telles qu'il y a des gens pour qui c'est limite une phobie, quoi, de faire... vous imaginez, quoi, vous écrivez une histoire et vous vous rendez compte qu'elle a déjà été écrite par quelqu'un d'autre, et vous dites, putain, je suis qu'une merde, je suis pas capable d'inventer mes propres trucs, voilà, où il y a aussi cette autre phobie d'avoir une idée, et le temps que vous l'écriviez, que vous la concrétisiez, qu'elle devienne publique, diffusée, tout ça, quelqu'un d'autre a eu la même idée que vous avant vous, enfin la même, et il vous a devancé, quoi. En gros, ça c'est le truc qu'on voit dans Réalité de Quentin Dupieux, où Chabat, il a son idée de film, il se dit ouais, ça va être trop bien et tout, et puis voilà, il en parle avec un producteur, et puis quelques jours après il se promène, il va au cinéma, et il se dit putain, mais c'est mon film, ça c'est le film que je veux faire qui est actuellement en salle, quoi. Et il va le voir, et il voit les images, il se dit oh putain, mais c'est le film que j'ai envie de faire, que je vois sur écran, quoi. Et genre il commence à se lever dans la salle et à dire non mais regardez pas, c'est mon film, il est pas encore sorti, ça c'est nul, le mien il sera mieux. Enfin voilà, c'est un peu c'est une paranoïa qui est déraisonnable, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout, quoi, que quelqu'un fasse le même truc que vous avant vous. Mais c'est normal d'avoir cette crainte, surtout maintenant où voilà, je vous dis, hein, la façon de créer a un peu évolué, et c'est un peu capitalisé, quoi. En gros, dès qu'il y a 2 choses qui vont commencer à se ressembler, tout de suite c'est plagiat, machin. Bon là c'est un sujet un peu plus délicat, parce que oui, il y a des fois où effectivement c'est le cas, mais voilà, c'est devenu comme ça aussi à cause de l'évolution de cette façon de créer des histoires, où on est passé d'une société qui était plus
traditionnelle à transmission plus orale, tradition orale, et où on est passé à une tradition écrite avec les trucs des copyrights et tout ça, et ce qui fait qu'il y a une période un peu de flou où t'as des groupes, je sais que ça se faisait particulièrement dans le monde de la musique, je finis vite cette parenthèse et je reviens sur le sujet, vous en faites pas, où on avait des groupes qui reprenaient des standards, des morceaux traditionnels, quoi, des morceaux que eux n'avaient pas écrits mais qui étaient plus anciens, et eux les ont enregistrés, et c'est en gros c'est eux qui ont figé ça dans le temps, mais c'est pas eux qui ont composé ces morceaux, et après il y a eu des histoires de droit. Le cas d'école c'est Led Zeppelin, où on peut facilement les accuser de plagiat, de machin, parce que la moitié de leurs morceaux c'était des trucs qui ont déjà été composés avant eux. Il y a plein de vidéos de comparaison, on vous dit regardez ce morceau ils l'ont piqué à un tel. Mais si on se met dans le contexte d'une tradition orale où il n'y a pas vraiment de droit de propriété sur les morceaux, ça n'a rien de choquant. Sauf que Led Zeppelin, ils sont arrivés dans un moment où l'industrie du disque commençait à prendre de l'importance, et surtout, ils ont copyrighté leurs morceaux, ils se sont fait du fric dessus, et derrière, quand eux, on venait leur plagier leurs morceaux, eux, ils allaient poursuivre en justice les autres groupes, et ils se faisaient un fric monstrueux, quoi. Et donc voilà, c'est un sujet un peu délicat, mais à la limite, ça c'est un autre sujet, quoi. Tout ce qui est plagiat, inspiration, ressemblance, c'est un truc assez fascinant, mais et surtout dans cette époque un peu de transformation, quoi, où le média et la propriété intellectuelle est en train d'évoluer. C'est encore très flou, et ça va pas aller en s'arrangeant, quoi, clairement. Mais voilà, encore une fois, c'est parce qu'il y a un enjeu économique derrière les œuvres qui font que y a un intérêt à protéger les œuvres et à faire des droits d'auteur et tout ça. S'il n'y avait pas autant d'enjeux économiques, il n'y aurait pas autant de plagiat, etc. etc. Je pense quand même que le plagiat est une conséquence du droit d'auteur, et pas l'inverse. Bref. Mais bon, tout ça pour vous dire que on assiste à une espèce de course à l'originalité, quoi. Il faut savoir se démarquer, et il faut savoir être original. Et donc être original, c'est être différent des autres, quoi. C'est être un peu unique en quelque sorte. C'est le truc qui va vous différencier de la masse. Et donc déjà, si vous vous souvenez du début de la vidéo, je vous parle d'originalité, et tout à l'heure je vous parlais des méthodes de création et tout ça. Donc voilà, déjà, on peut se rendre compte de où est ce problème d'originalité, à force de vouloir créer des méthodes, des structures toutes faites et tout, qui, encore une fois, concernent surtout le cinéma, parce qu'on va se plaindre que les scénarios, c'est toujours les mêmes, c'est les structures en 3 actes et tout, mais le fait est que le cinéma fonctionne différemment, et que on a beau critiquer, mais on peut difficilement se passer de ces structures, parce que devant un film, on n'est pas concentré de la même manière que dans un livre, par exemple, où là on peut beaucoup plus atomiser toutes les structures classiques et faire des choses beaucoup plus expérimentales sans perdre le lecteur pour autant. Même si c'est vrai que ça affecte aussi l'écriture, parce que les auteurs vont chercher de plus en plus à écrire une œuvre pour qu'elle puisse être adaptable au cinéma. Et donc pour qu'on repère facilement le potentiel d'adaptabilité, faut que ça obéisse dès le début au code du cinéma, alors qu'un livre n'a pas à répondre aux exigences du cinéma. Un livre est censé se suffire à lui-même. Mais bon bref, ça c'est encore des problématiques liées aux médias eux-mêmes, et ce serait très intéressant d'en parler, mais bon là je m'éparpille beaucoup trop, donc on va rester focus. Et donc j'ai réfléchi à ce truc de l'originalité quand même. Je me suis dit, mais c'est marrant quand même qu'on cherche, qu'on ait besoin de chercher à être originaux, quoi. Et je me suis dit, moi j'ai jamais vraiment fait cette démarche de me dire putain il faut que je fasse un truc différent, quoi. Ça s'est fait sans faire exprès, ça s'est fait naturellement. Retenez ce mot, naturellement, de faire des choses, et que les gens après viennent me dire on reconnaît ta patte, ton univers, il y a un style qui est né sans que je cherche à le provoquer, quoi. Je me suis jamais posé de questions pour être original, quoi. Et à la limite, quand tu vois que tu fais un truc trop terre à terre, tu le sais, et de base tu t'aventures pas là-dedans, tu te dis ça a déjà été fait, je peux trouver autre chose, quoi. Mais voilà, je vais vous donner encore une fois, c'est mon truc personnel, ma théorie, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est pas anodin. Donc voilà, je vais vous donner ma méthode pour que vous soyez original, et que ce que vous faites ne ressemble à rien d'autre en fait. Il faut rien faire. Ah, bon, s'il faut rien faire,
On est bien avancé, vous allez me dire. Mais bon, enfin, je vous explique quand même, pour pas que vous soyez paumés. Je suis parti de ce constat très simple, c'est de se dire, sur Terre, on est 7 milliards d'êtres humains, un truc comme ça, et depuis la création de l'humanité, il y a eu quelque chose comme 100 milliards d'humains, enfin, il y a eu un nombre énorme d'humains qui ont peuplé la Terre, quoi. Là, vous vous dites, putain, où est-ce qu'il veut en venir, quoi. Vous allez voir. Et donc, il y a un truc qui est quand même un peu surprenant, c'est de se dire qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur Terre, mais il n'y en a jamais eu 2 qui étaient identiques, quoi, qui avaient le même ADN, le même patrimoine génétique, etc., etc. Et tu te dis, mais c'est quand même incroyable que sur 100 milliards d'êtres humains, il n'y ait jamais eu 2 fois le même, 2 copies conformes, quoi. Que avec toutes les combinaisons possibles, on arrive encore à créer des personnes qui soient différentes de toutes les personnes différentes, tu vois. Enfin, je veux dire, si on veut créer... si tu veux écrire des livres, va écrire 100 milliards de livres et le 100 milliards unième qui soit différent de tous les autres, quoi. C'est quand même un peu fou à conceptualiser. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a aucun humain qui a été semblable à un autre? Bah, c'est rien. C'est naturel. Et voilà, en fait, je réfléchissais à ça. C'était pas vraiment pour la création, mais c'était plus sur des questions d'ordre identitaire, entre guillemets, où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société où on a besoin de se démarquer, en fait, de montrer sa différence et son appartenance à des minorités. Ça, c'est très important, hein. Enfin, les minorités, on est tous dans une minorité. Ce qui fait que être dans une minorité, au final, c'est être dans une majorité, quoi. D'une certaine façon, on appartient tous à plusieurs minorités. Et il n'y a pas besoin de chercher à se démarquer pour être dans une minorité, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je me dis que dans cette... c'est ça en fait, c'est un peu cette course à l'originalité qu'on retrouve un peu dans l'identité. Et je me dis, voilà, chacun veut être différent, veut être le truc un peu distinctif des autres et tout. Et à vouloir tous se démarquer, on devient tous les mêmes en fait. Parce que voilà, le truc de minorité, c'est qu'au final on rassemble des gens dans des communautés et on crée des grands ensembles. Et ce que j'ai envie de faire comprendre à travers ce truc des 100 milliards d'êtres humains tous différents, c'est de me dire, mais si vous voulez vraiment vous démarquer des autres et montrer que vous êtes différents, mais soyez ce que vous êtes. Essayez pas d'être dans le nouveau courant alternatif, underground, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, t'es 10 000 fois plus original quand t'acceptes que t'es toi-même et que t'essayes pas de te démarquer et d'en faire limite ta signature, que quand t'adhères à un mouvement, une idéologie ou quoi, même si elle est alternative, au final, tu vas juste ressembler à toutes les personnes qui adhèrent à ce courant. Voilà, je reste un peu vague, ça peut être mal interprété, mais à la limite, je m'en fous. Interprétez ça comme vous voulez, comprenez comme vous voulez, mais je pense que vous saisissez un peu l'idée que je veux essayer de transmettre. Et que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça à la limite, je m'en fous. Soyez pas d'accord si vous voulez. Mais comprenez bien que si en tant qu'artiste, vous voulez être original, cherchez, tâtonnez différentes choses, quoi, expérimentez. Et vous allez voir que naturellement, vous allez trouver des choses qui pour vous sont naturelles, mais qui pour d'autres vont être surprenantes. Et c'est ça en fait. Ce qui est original chez vous, vous vous en rendez pas compte, puisque pour vous c'est normal. C'est à travers le regard de l'autre que vous allez que vous allez voir ce qui est différent. Voilà, moi je m'en suis rendu compte pareil en confrontant avec la vision des autres, quoi. Pour moi des choses qui me semblaient élémentaires, qui me venaient naturellement, pour d'autres personnes c'était très déroutant, quoi. Et là je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que vu sous cet angle, c'est bizarre, quoi. Et donc si vous essayez juste de faire ce qui est naturel chez vous, ce que vous allez naturellement avoir envie de faire, la manière de créer, etc., ça va créer quelque chose de différent du reste sans que vous ayez à vous dire « Ah, je suis différent, il faut que je cherche à être original », quoi. Et il ne faut pas non plus pour autant essayer d'en faire une marque de fabrique. Encore une fois, on a des artistes qui se font remarquer. Qui donne, en gros, l'image de l'artiste, du créateur, pour des gens qui sont un peu extérieurs à ce milieu, ça va souvent être l'image justement de quelqu'un qui est très en décalage, qui est un peu fou, limite.
Et parce qu'on a des gens qui sont comme ça, et sauf que tout est faux, tout est artificiel, quoi. Enfin, peut-être qu'il y avait une sincérité au début, mais que leur élément un peu de folie, de décalage, est devenu quelque chose de commercial, une marque de fabrique, et est devenu totalement artificiel. Voilà, un exemple parlant, Amélie Nothomb, quoi. Voilà, quand on la voit, on peut se dire, ah putain, elle est trop originale, elle est trop bizarre et tout, MDR. Sauf que voilà, peut-être qu'il y a 15-20 ans, quand elle commençait, c'était surprenant, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Justement, il n'y a plus rien de surprenant. On sait qu'elle est comme ça, et puis voilà, et c'est juste l'image. Et voilà, tous les gens qui basent leur carrière sur le fait qu'ils sont barrés, décalés, tout ce que vous voulez, pareil, c'est devenu leur marque de fabrique, quoi. Les Brigitte Fontaine, les Philippe Catherine, les Didier Super, ce sont des personnages. Ils se sont fait connaître grâce à ça. Et le truc, c'est que voilà, ils ont fait le tour de leur concept, mais ils sont obligés de continuer de l'exploiter s'ils veulent pas devenir oubliés, quoi. S'ils veulent pas devenir has-been. Enfin, s'ils changeaient tout à coup, ils perdraient tout leur public. Et voilà, le propre de la folie, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est fou. Et il y a des gens qui se cataloguent pratiquement eux-mêmes comme des gens atypiques, des originaux, des gens complètement décalés, des artistes, ce que vous voulez. Et pour moi, c'est là qu'on reconnaît les faussaires, quoi. C'est le cas d'un type comme Jodorowsky, quoi. J'avais vu ce truc-là, Jodorowsky Dune. Et quand on voit ce mec en interview, c'est une caricature, quoi. Il joue le personnage qu'il est censé être, quoi. Il joue le fou, l'artiste, complètement la folie des grandeurs. Et pour moi, il n'y a rien de spontané, il n'y a rien de sincère quand on le voit parler dans ce documentaire. Et pour moi, ça représente tout ce que j'exècre chez un artiste, quoi. Je vais finir vite fait la parenthèse de Jodorowsky parce que c'est pas le sujet. Ça pourrait quasiment être l'objet d'une chronique à part entière, quoi, parce que vraiment ce film m'a procuré une sensation de rejet assez épidermique, et j'avoue que je comprends même pas tout l'engouement, le phénomène qu'il y a eu autour de ce docu, quoi, qui en termes de docu déjà c'est pas mauvais, mais bon, c'est de la qualité d'un reportage Arte, quoi. Mais sur ce que ça représente, mais c'est horrible, parce que on nous parle pendant 1h30 d'un film qui n'existe pas et dont on essaie de nous faire croire que ça aurait pu être l'un des plus grands chefs-d'œuvre qui aurait jamais existé, mais je veux dire, ça n'existe pas. Donc voilà, je vous dis, je vais pas m'étendre plus que ça sur ce sujet, mais quand même, l'impression que ce documentaire m'a laissé, c'est que Jodorowsky, c'est quelqu'un qui a peut-être été créatif à une certaine époque, et qui aujourd'hui ne l'est plus. Il arrive plus à... ça fait 30 ans qu'il n'a pas sorti de film, et il tombe un peu dans l'oubli. Et j'ai l'impression que c'est soit un truc un peu, comme j'avais dit tout à l'heure, quoi, un truc un peu marketing pour dire hey, regardez, j'existe encore, ne m'oubliez pas, parce que concrètement, il a rien de neuf à proposer. Et surtout, ça détourne l'attention de la chose qui devrait être principale, c'est-à-dire l'œuvre. Et oui, parce que c'est un documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune. Il y a deux informations, et Dune, ça passe un peu à côté, ça passe au second plan en fait. Alors que Dune, c'est un univers qui existe déjà, c'est un bouquin qui est monstrueux, qui a déjà été adapté, et qui a matière à être adapté encore et encore, quoi. Et ce qui fait que la fin de ce documentaire est assez pitoyable, quoi. C'est pathétique, parce que le mec, il revient 30 ans après pour te dire, en fait, c'est pas un film qu'il aurait fallu faire, c'était un film d'animation ou une bande dessinée ou j'en sais rien. Mais en gros, la solution était évidente, mais c'est comme s'il avait complètement occulté, parce que lui, il voulait faire son film, son machin, et qu'à tellement vouloir faire son œuvre, au final, il y a rien qui a été fait. Tout le travail qui a été effectué pour faire son film n'a servi à rien. En tout cas, ça a commencé à aboutir à quelque chose après 30 ans quasiment, quoi. Alors que dès le début, s'il s'était rendu compte que son projet était pas réalisable et que ça avait plus vocation à devenir une série animée, un film d'animation, une bande dessinée ou je sais pas quoi, il y aurait eu quelque chose qui aurait existé maintenant de façon tangible, quoi. Et ce film, ça sert juste à mettre en avant Jodorowsky, quoi. C'est une espèce de pub pour lui, pour montrer à quel point il est génial. C'est même pas ça, c'est même pas pour montrer à quel point il est génial ou quoi, c'est pour montrer à quel point il aurait pu être révolutionnaire et tout. Je veux dire,
on va pas commencer à juger une personne sur ce qu'elle aurait pu faire, où est-ce qu'on va quoi. Donc voilà, c'est malheureux, mais et puis je le comprends, hein, mais bon, c'est quelqu'un qui est tombé dans la spirale de se mettre lui plus en avant que son œuvre parce que, je sais pas, pour compenser autre chose, quoi, un manque de talent ou de possibilité de créer ou quoi que ce soit. Et là, on en revient exactement à ce que je vous disais dans la première édition de La Troisième Oreille, voilà, le podcast original que j'avais fait il y a 2 ans, dans laquelle, il me semble, je vous disais aussi que un artiste, un créateur, doit s'effacer derrière son œuvre en fait. Et d'ailleurs, maintenant avec donc c'est beaucoup dû au développement des technologies, internet et tout ça. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un nouveau cycle de création où le public n'est plus seulement confronté aux résultats, mais il peut suivre un processus. J'explique, vous allez voir, c'est très simple. C'est que maintenant, un créateur ne va plus être seul dans son truc et montrer le produit fini, quoi. Il va créer en public, c'est-à-dire que ce que l'on regarde n'est plus uniquement l'œuvre, mais la création de l'œuvre. Donc ça se fera soit en live ou de plus en plus, j'ai un peu l'impression que voilà, dans les lives YouTube, Twitch ou je sais pas quoi, il y a des gens qui vont créer, alors ce sera plus de la vidéo par exemple, où ils vont créer leur vidéo en live, où ils vont écrire en live, j'en sais rien quoi, avec des gens, et donc et c'est pas uniquement vertical, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste se montrer en train de faire ça, mais qu'ils vont interagir avec les gens et que les gens peuvent avoir une répercussion sur la création en direct, quoi. Il peut, voilà, s'il y a des gens qui proposent des idées, il peut demander des conseils, dire je fais plutôt ça ou ça, et les gens peuvent avoir un impact sur le montage, sur l'écriture, etc., etc. Ou alors ça peut se faire dans un cadre un peu plus vertical, c'est-à-dire des espèces de vlogs, quoi, où voilà, par exemple, moi, à la rentrée, je vais me mettre à écrire un livre et toutes les semaines, je vais faire un compte rendu et je vais vous dire alors là, cette semaine, j'ai écrit ça. Je peux vous mettre les chapitres en ligne pour que vous puissiez les lire, revenir dessus, apporter des corrections, des avis, etc. Et donc ça a pour conséquence que le créateur n'est plus seul, mais que le public participe également à la création. Ce que je trouve catastrophique. Voilà, bon, après ça reste mon point de vue de vieux de la vieille, mais ça peut être intéressant que le public participe à une création, attention, je dis pas. Mais moi, je vous parle d'une œuvre qui vous est chère, et voilà, vous avez compris un peu l'environnement dans lequel je classe la création d'une œuvre, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de solitaire, qu'on fait en solitaire. Et donc le fait de confronter ça à un public en live, je trouve ça lamentable. Mais pour d'autres types de créations, ça peut être très intéressant. Là-dessus, je remets pas ça en cause. En fait, ce que je trouve néfaste, c'est que, surtout depuis l'heure d'Internet, on s'attache plus aux créateurs qu'aux créations, avec tout ce truc de... voilà, c'est ce que je parlais dans un précédent podcast où je vous parlais de mes projets, de ce truc de gouroutisation, quoi. Où en gros, le créateur devient ton ami, quoi. Genre, tu peux interagir avec lui, il y a un rapport de proximité qui fait que, quand t'es ami avec quelqu'un, t'as moins de recul et t'acceptes plus son œuvre, tu vois. Je veux dire, si tu lis un bouquin qui a été écrit par un de tes potes ou par un inconnu et que tu l'as acheté à la Fnac ou quoi, c'est pas du tout le même regard que t'auras sur ce que tu lis. Et je me dis que cette espèce de proximité qu'on a avec le public, qu'un créateur va avoir avec le public, c'est une façon de compenser... pas son manque de talent, peut-être pas, mais on va dire qu'il a moins d'efforts à fournir quant à la qualité de son travail, puisque plutôt que de se concentrer sur la qualité de son œuvre, il va se concentrer avec la qualité des rapports qu'il entretient avec son public, et donc ils seront plus réceptifs pour l'œuvre finale. Et aussi et surtout, ça contribue à mettre en avant les personnes avant les œuvres, et ça pour moi c'est la limite, quoi. Là pour moi, je peux plus être en adéquation avec ça, même si je peux le comprendre, mais à ce moment-là c'est plus de l'art que tu fais, quoi. Parce que si je me mettais à écrire en live, la promotion que je ferais, elle serait pas pour le livre, mais pour moi-même en fait. Et les gens finalement passeraient plus de temps à être en rapport de proximité, voire de discussion avec toi. C'est-à-dire que si je passe 1000 heures
à écrire un livre, même si les gens regardent pas l'intégralité des trucs, mais regardent quelques lives par-ci par-là, ils auront passé des centaines d'heures à me suivre moi, à voir ma gueule, à m'entendre parler, à me voir travailler, donc ça a créé inévitablement un rapport de proximité. Enfin, je veux dire, si vous voyez juste... Enfin, voilà, c'est ça le truc, c'est que si vous voyez tous les jours une personne, même si c'est dans une photo ou sur un écran, si vous la voyez tous les jours, pendant plusieurs minutes, à la fin, ça devient limite votre ami, quoi. Enfin, vous connaissez son visage et tout. Enfin, c'est ça, quoi. C'est Jean-Pierre Pernaut qui s'invite à la table des gens entre midi et deux, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. C'est l'artiste qui devient le pote de son public. C'est la même chose. Et donc, je passe des milliers d'heures à me mettre moi en avant dans des lives, et l'œuvre finale, le bouquin par exemple, je sais pas, vous le lisez en 20 heures, j'en sais rien, je dis ça au pif, quoi. Et donc voilà, vous consacrez 20 heures à l'œuvre et des centaines d'heures au créateur. Donc au final, c'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est quelque chose... Après, c'est une autre démarche, c'est une autre approche. C'est pas celle que je veux me privilégier, que je veux mettre en avant. Enfin voilà, moi depuis le début, je vous parle d'une façon de faire, d'une démarche. Je l'ai à peu près défini au début. Enfin, voilà, vous comprenez à peu près de quoi je parlais. Donc, je ne suis pas fondamentalement contre le fait de créer en live, de faire des vlogs de votre livre. Vous faites ce que vous voulez. Mais faut pas dire qu'à la fin, c'est... tu peux pas mettre ça à égalité d'une œuvre d'art pure, quoi, où tu te mets juste à créer le truc sans tenir compte du public, quoi, merde. Voilà, quand je vous dis que il faut pas se laisser parasiter par un intérêt, un enjeu économique ou quoi que ce soit, il en va de même avec le public. Le public, c'est quelque chose qui va dénaturer une œuvre. Mais c'est plus insidieux, quoi, parce que l'argent, c'est explicite que ça peut faire du mal à une œuvre. Alors que le public, on se dit, l'œuvre lui appartient tout autant que le créateur. Et là-dessus, pour moi, c'est aussi un principe fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'œuvre est terminée, elle ne doit plus appartenir à son créateur. Il doit plus, à partir du moment où il dit c'est fini, c'est fini. Genre, t'as rendu ta feuille et tu vas pas réécrire des trucs après dessus, remodifier ton histoire et tout. À partir du moment où tu te dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Tu reviens pas en arrière. Et à ce moment-là, c'est le public. C'est-à-dire que si les gens ont une interprétation, c'est la leur qui est valable et la tienne, elle se range derrière. Elle est au même niveau que l'interprétation que quelqu'un d'autre, quoi. Il faut arrêter de dire, d'analyser, des films, de dire, alors moi j'ai vu ça, j'ai compris ça, et je vous donne un exemple où tu as des gens qui vont faire des vidéos sur internet où ils vont t'expliquer ce qu'ils ont vu dans un film, ils vont te dire, voilà, moi j'ai compris ça, c'est comme ça que j'analyse le film, et t'as quelqu'un dans les commentaires qui va répondre, t'es à côté de la plaque, le réalisateur, lui, ce qu'il a voulu dire, c'était ça, donc toi t'as tout faux. Non, un spectateur lambda a autant d'avis à avoir que le réalisateur sur une œuvre. Et justement aussi, un autre truc qui doit être important, c'est qu'il puisse y avoir des possibilités d'interprétation. Il ne faut pas que tout le monde comprenne la même chose au même moment. À ce moment-là, voilà, c'est un peu c'est cette idée de fascisme intellectuel. Voilà, c'est ça que je trouve fascinant dans une œuvre, c'est que si elle est bien écrite, chacun pourra voir des choses différentes dans différentes symboliques, dans différentes situations. Et il faut savoir laisser de la place au spectateur dans une œuvre, quoi. Il ne faut pas tout lui expliquer, il ne faut pas lui donner le mode d'emploi et dire, de vouloir faire une œuvre où vous brouillez volontairement les pistes et à la fin arriver et dire, alors voilà, je vous explique tout le schéma, je vous donne la solution, en fait ça voulait dire ça, et voilà, quoi. Les auteurs peuvent, pour détruire une œuvre, il n'y a que le créateur limite qui en est capable, parce que le public peut faire ce qu'il veut, vous pouvez brûler des livres à l'infini ou quoi, mais celui qui est en position de pouvoir détruire son œuvre, c'est le créateur, en voulant expliquer tout ce qu'il a voulu écrire. Et donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais il faut savoir entretenir une part de mystère, parce que même si vous laissez volontairement des zones d'ombre dont vous savez ce qu'elles veulent dire et ce qu'il y a derrière et tout ça, il faut savoir rester évasif à ce sujet-là, quoi. Et
si on vous demande des explications et tout ça, faut savoir dire non, mais moi, mon explication, elle est pour moi, et vous avez qu'à vous faire la vôtre. Et puis, mais voilà, il y a un rapport de domination entre, ça y est, je suis parti là, entre le créateur et le spectateur, quoi. Pour avoir vécu des bords de scène, bon, j'en ai pas fait 50 000 dans ma vie, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de faire, de jouer une pièce de théâtre que j'avais écrit, et à la fin, donc il y a la rencontre avec le public, machin, et il pose des questions. Et le truc, c'est que c'est communément admis que les gens ne peuvent pas avoir d'interprétation sur l'œuvre, quoi, et que c'est l'auteur qui doit... quand il y a quelque chose qui leur paraît vague, il me demandait à moi, mais ça, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, les personnages, ils sont où, tout ça. Et pour moi, je le sais, j'ai une explication. Mais j'ai pas envie de leur dire voilà, quoi. À ce moment-là, je l'aurais dit dans le texte pour que ce soit clair pour tout le monde, mais si ça n'est pas apparu explicitement, c'est pour que les gens puissent se faire leur interprétation, et les gens ont le droit, ils ont même le devoir de se faire leur propre interprétation, et c'est pas de la prétention ou quoi de vouloir un peu voler la place de l'auteur et de s'imaginer un peu ce qu'on veut derrière l'univers qu'on nous propose, quoi. Bon, du coup, je m'éparpille dans tous les sens. Mais ouais, voilà, là, je commence à m'éloigner du sujet et à divaguer. Mais voilà, retenez ça, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que pour créer, faut pas suivre tous les conseils qu'on vous donne. Néanmoins, ce que je peux vous garantir à peu près à 100%, c'est que il faut être sincère. Faut vraiment être sincère, honnête. Ça, c'est la base de la base. Il ne faut pas chercher à se cacher, à se censurer, ou à vouloir trop en faire et à vouloir se montrer trop original, etc. Et puis c'est compliqué aussi. Et je peux le comprendre, de vouloir se censurer parce qu'on a peur de choquer les gens, de les déranger, ou d'être trop original. Pour justement, c'est une forme de pudeur aussi, de vouloir être trop original. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que créer une œuvre, c'est comme se mettre à poil. Et se mettre à poil, c'est facile pour personne. Si, il y a peut-être des gens qui n'auront aucune difficulté à se mettre nu en public, mais pour eux, ce qui sera difficile, ce sera de se foutre à poil d'une façon différente, quoi. Mais on a tous... quand je vous dis de se foutre à poil, c'est que on a tous quelque chose qui est compliqué à montrer au monde. Et donc c'est là-dedans que intervient cette sincérité dont je vous parle, quoi. Pour moi, c'est ça. Être sincère, c'est se mettre nu. Et donc c'est pour ça que c'est pas facile d'être sincère. Mais être sincère, ça reste quelque chose d'essentiel, de fondamental, et pas seulement dans le domaine de la création, mais dans le domaine de la création... limite il n'y a pas le choix en fait, si vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas créateur. L'autre chose, c'est de ne pas chercher absolument à récolter les fruits de votre création, quoi, le fruit interdit, hein, voilà, ne pas chercher d'argent ou de succès en contrepartie, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si ça arrive, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, mais si ça n'arrive pas, c'est normal. Si vous avez passé 10 ans à créer un projet et que personne ne veut l'éditer et que vous restez un inconnu dans votre vie et que vous finissez SDF, c'est pas une fatalité. pas complètement, parce que c'est normal aussi, ça fait partie du jeu, quoi. C'est ça, 95% de la création, c'est ça, quoi. On va faire des trucs, ça ne sera pas reconnu, et à la limite, ça sera reconnu 50 ans après votre mort, quoi. Faut pas espérer bénéficier d'une contrepartie dès la publication de votre œuvre. Rappelez-vous, le maître mot, c'est le temps, c'est la patience, quoi. Vous comptez en années le temps de création et le temps où vous allez récolter vos bénéfices, entre guillemets. Et donc au moment où vous voudrez vraiment vous investir pleinement dans une œuvre, peu importe que ça vous prenne 2 mois, 3 ans ou n'importe, la méthode que moi je vous conseille, qui moi a
fourni à chaque fois les plus grandes expériences de ma vie. C'est pas de faire de suivre les conseils, comme j'ai pu voir certains. En gros, c'est surtout dans les conseils qu'on vous dit pour écrire des romans, où les gens vous disent essayez d'écrire entre 2 et 4 heures par jour à heure fixe, machin. Ça, c'est de la connerie. Il suffit de s'y mettre à un moment de la journée, même si t'as pas trop envie. Et faut persévérer, quoi. Faut passer mais même après 4 ou 5 heures, ça peut être infructueux, tu vois, tu peux faire que de la merde. Mais peut-être que genre c'est après, quoi. C'est au bout de 6 voire 7 heures à t'obstiner sur un truc que là ça va commencer. Et voilà, il faut chercher ce moment où tu commences et tu t'arrêtes plus et tu vois plus le temps passer, quoi. Voilà, moi dans mes expériences d'écriture, mais c'est fou, quoi. Il y a combien de fois ça m'est arrivé d'écrire, quoi, et d'être complètement aspiré dans une espèce de faille spatio-temporelle et de me dire bon bah là c'est bon, allez, il est 15-16 heures, je vais prendre une petite pause, et je regarde et il est 20 heures, quoi, et je me dis putain, mais c'est quand même un gros décalage par rapport à la réalité, quoi, d'avoir 4-5 heures de décalage, c'est énorme. Et donc c'est ça, je vous dis, quand vous êtes vraiment investi dans votre création, vous y prenez un plaisir tel que qu'il y ait du public, qu'il y ait de l'argent ou quoi, vous vous en foutez parce que vous faites un truc que vous kiffez, que vous adorez et qui est important pour vous, et vous dites mais de toute façon, que j'ai quelque chose en contrepartie ou pas, j'ai besoin de faire ça et ça me plaît de le faire. Mais voilà, quoi, c'est difficile de faire ça si vous avez un travail à côté, même si c'est un mi-temps, que vous bossez 5 heures par jour. 5 heures, ça a quand même des effets sur ton corps et sur ton moral. Et à la fin, quand tu dois écrire, t'es plus à 100% de tes facultés. Et mine de rien, voilà, quand je vous dis que ça fatigue le corps et le moral, l'esprit, on en a besoin pour écrire, mais on a aussi besoin du corps, mine de rien, parce que c'est un ensemble, quoi. Et je peux vous dire que quand vous écrivez, même si vous restez assis toute la journée et que vous tapez juste au clavier, vous êtes fatigué physiquement, vraiment. Et c'est là que vous vous rendez compte si vous avez été productif entre guillemets ou non, c'est que à la fin de la journée, vous devez être fatigué physiquement, comme si vous aviez fait, pas du sport, tu vas pas courir un marathon, mais faut avoir cet état de fatigue, comme si tu avais marché pendant des heures ou j'en sais rien, quoi. Mais malheureusement, le statut de créateur n'existe pas. Ce qui existe en tant qu'artiste, c'est soit intermittent, donc ça c'est un statut pour les interprètes. Rappelez-vous, je vous disais, dans l'art, il y a les interprètes, les créateurs. Donc les interprètes, eux, peuvent être rémunérés de façon médiocre et indécente, mais au moins ils ont un statut. Les créateurs n'ont même pas de statut, ce qui fait que oui, ça peut être compliqué, parce que pour vivre, vous avez le RSA, mais en même temps, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de statut pour les créateurs, parce que encore une fois, ce sera une façon de faire entrer dans un système économique quelque chose qui n'a rien à faire dans un système économique. Mais bon, c'est vrai que qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose d'un peu mieux foutu que le RSA, pour que si quelqu'un a envie mais je sais pas, même juste de faire une pause, quoi, genre t'es dans ton travail bien et tout, et t'as envie de... ça fait genre, combien de gens j'ai rencontrés qui m'ont dit ah putain ouais, moi aussi j'ai toujours eu envie d'écrire un livre, de faire une pièce de théâtre ou je sais pas quoi, et qui l'ont jamais fait parce qu'on peut pas. Parce que quand vous travaillez 35 heures par semaine, vous avez pas le temps en plus de faire de la création. Parce que voilà, moi je me suis dédié à cette activité et je me fais des semaines de 50, 70 heures, voire plus parfois, et je me dis mais j'ai pas le temps de faire un travail à côté. Donc c'est normal, tu vois, que les gens puissent pas se consacrer à ça. Et il faudrait qu'il y ait un espèce de statut comme ça, où si tu as envie de faire une pause pendant 1 an ou 2 pour créer quelque chose, mais vraiment le faire, quoi, t'investir vraiment dedans, tu puisses. Et on peut pas. Mais bon, voilà, là je divague. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal, tu vois. Et je parle pas juste pour moi qui... voilà, fait des trucs. Je vais pas vous parler de mon cas, de mes déboires, de mes recherches de maisons d'édition qui commencent à me faire désespérer sur des trucs. Mais voilà, voilà, ça aussi c'est scandaleux, quoi. T'écris un truc pendant 3 ans et après il te faut 3 autres années avant de trouver une maison d'édition qui accepte de te publier parce que t'as jamais été édité avant. C'est vraiment, c'est pas facile. Le travail de création d'artistes et tout ça, c'est pas des vacances, quoi, comprenez-le bien.
Mais après, je veux pas non plus me plaindre et dire oui, c'est les conditions de vie indécentes, on est exploité, on n'est pas payé, c'est difficile, les gens nous insultent. Voilà, je suis pas non plus en train de pleurer, de dire c'est bon. Voilà quoi. À un moment, on s'y fait à l'idée que tu bosses comme un connard et que t'es pas reconnu et t'es pas payé. Bon si ça c'est trop dur et que t'arrives pas à l'accepter et que tu peux pas persévérer dans la création, c'est que voilà, tant pis. Le monde parfait ne pourra jamais exister, quoi. Donc moi à la limite je m'en fous que ça fonctionne comme ça. Mais bon, voilà, encore une fois là je repars dans des trucs, vous vous en foutez, je le sais que vous vous en foutez, non, mais essayez pas de faire genre, je me parle à moi-même là, voilà, il y a des trucs, je vous le dis pour vous, mais ça quand je dis c'est pour moi et c'est pas pertinent que je vous le dise, donc non. Mais voilà, comprenez bien que je suis pas en train de me plaindre et que c'est bon quoi, on s'en fout, hein, si vous devez passer votre vie au RSA, c'est pas une fatalité quoi, je veux dire, tant que vous faites des choses qui sont utiles à la société, vous n'allez pas avoir honte de ce que vous êtes. Putain, c'est beau ça, j'avais pas prévu de le dire, voilà, bon, ça j'en suis content. À la limite, ça pourrait être le mot de la fin, je serais pas déçu, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est tellement vaste que j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. À la limite, je ferai un tome 2 voilà, sur la création et tout ça. Mais il me semble que c'est une vidéo que j'avais envie de faire, un podcast que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Et j'ai l'impression que j'ai dit que la moitié de ce que j'avais à dire, et c'est assez frustrant, mais en même temps j'ai l'impression que j'ai fait le tour, donc c'est très bizarre. Mais bon, à la limite, si j'ai de nouvelles choses à dire, je dirais, même si voilà, j'aimerais bien changer de sujet, quoi, et pas... parce que pareil, si on rumine tout le temps le même sujet, que je poste tout le temps des podcasts, des vidéos qui parlent tout le temps de la même chose, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout, faut absolument éviter ça. Et c'est ce que je vous disais au début, hein, quand t'es créateur, t'as fait le tour de ton propos, tu commences à tourner en rond, c'est que il faut s'arrêter, hein, voilà, hein, il faut élargir ses horizons, hein. Voilà, c'est aussi ça, un autre truc, voilà, tiens, j'y repense, que j'avais à dire, c'est que quand vous créez, voilà, il faut être dans ce truc où tu fais que créer, où tu te coupes de la réalité, tu te laisses pas déconcentrer par d'autres choses. Mais quand tu n'es plus en train de créer, il faut se remettre dans la vie, il faut vivre des expériences, il faut voyager, il faut rencontrer des gens et tout, qui vont te nourrir en tant qu'individu, qu'humain. Et un bon humain, un bon créateur, c'est avant tout un bon humain. Et si tu vis pas des expériences humaines et que tu vis pas des choses dans ta vie, en termes créatifs, tu progresseras plus, quoi. C'est ça qui fait que tu as fait le tour aussi, c'est que tu vis plus d'expérience et donc tu as besoin d'arrêter d'être créateur, de vivre des choses pour pouvoir redevenir créateur. Et ça aussi, ça peut faire un peu défaut parce qu'on se dit, en gros, c'est comme si tu te prenais une année sabbatique où tu te dis cette année j'écris pas, je compose pas, je fais pas de dessin, j'en sais rien, et je m'occupe juste de vivre. Mais c'est pas des vacances, c'est quelque chose dont tu as besoin pour vivre des expériences et pour te ressourcer en tant qu'individu, pour pouvoir avoir de nouvelles choses à dire, de nouveaux sujets à aborder. Et c'est important. Et pour moi, tu es continuellement en train de travailler, d'être dans une démarche de créative, même si tu es en repos. Parce que voilà, ça c'est un truc, je sais pas si ça le fait qu'à moi ou si ça le fait à d'autres créateurs, mais pour moi, il n'y a pas de choses qui sont anodines. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vis dans ta vie au quotidien, quoi que ce soit, peut te nourrir en tant qu'auteur, que créateur. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est de faire des liens entre des choses que tu as pu vivre au lycée, dans ta vie professionnelle, des choses qui viennent de pôles totalement opposés, tu vois, de sphères qui ne sont jamais rentrées en lien. Et c'est toi le lien entre ces différentes sphères. Et tu arrives à mettre en relation deux éléments qui n'avaient pas de raison de se rencontrer. Et c'est pour ça que c'est important de vivre des expériences diverses et que, voilà, c'est normal aussi que quand tu as passé 2-3 ans à t'acharner sur un projet, à faire ton film, ton livre ou quoi, tu as besoin de prendre 1 an de pause pour pouvoir, quand tu veux te réattaquer à un nouveau truc, t'es pas là en mode putain je suis fatigué physiquement et tout et je dois me remettre dans un projet. Non, là t'as eu le temps de te reposer, d'être d'attaque, de vivre des nouvelles expériences et de te dire je vais pouvoir aborder des sujets dont j'aurais jamais pu parler avant parce que j'avais pas cette ouverture d'esprit ou quoi. Donc ça fait aussi partie
enfin le travail de la création, il se fait pas que quand tu es en train d'écrire, de créer, il se fait aussi quand tu t'arrêtes de créer, que tu te reposes entre guillemets, que tu te consacres à vivre, parce que c'est important de vivre. Voilà. Enfin bon, bref. Non, si, j'ai un autre truc à ajouter, voilà, pour la fin. Ce sera de parler de faire des œuvres politiques, engagées, des choses comme ça, quoi, enfin avec un message politique, quoi, on va dire, derrière. Et donc là-dessus, mon propos, il rejoint celui de beaucoup d'autres personnes, qui est de dire que une œuvre, quelle qu'elle soit, a un point de vue sur le monde. Et l'important, c'est d'en être conscient, quoi. Après, je veux dire, personne est sans avis sur le monde qui l'entoure, et même si on peut faire le truc le plus absurde, le plus surréaliste possible, il y a quand même quelque chose qui peut s'en dégager, quoi. Et même si c'est pas au premier degré, dans les interprétations qu'on peut avoir, on peut émettre des raisonnements par rapport à tout ça. Et ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'on fait avant tout de la fiction, de l'art et pas de la politique. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que si on veut quand même parler d'un sujet, c'est en deuxième plan en fait. Pour moi, c'est là, pareil, là, c'est encore une fois, c'est mon truc par rapport à ma réflexion, mon expérience, tout ça, mais je pense que ça doit rester secondaire par rapport à l'art formellement, parce que si on voulait juste émettre des points de vue, des discours sur le monde, la politique ou quoi, autant faire ça directement et pas de le détourner derrière une forme d'art, quoi. Et donc la difficulté, c'est de camoufler en quelque sorte ce point de vue politique et de l'incorporer à la fiction sans que ça paraisse flagrant et que ce soit justifié, que le propos, que ça porte le propos, quoi. Donc ça aussi c'est un peu compliqué à conceptualiser, je peux pas, c'est vraiment du travail au cas par cas et du travail personnel, mais faut vraiment réfléchir à soit vous avez des idées d'histoire, d'univers, mais elles ne font pas écho à des choses du monde. Et à ce moment-là, c'est bien de réfléchir à ce truc, de se dire bon, ok, j'ai un concept d'univers, de trucs, c'est cool, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à quoi ça peut faire écho par rapport à notre réalité, pour que l'œuvre ait un propos quand même. Et une fois que vous réfléchissez, que vous avez trouvé un lien, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ce lien soit explicite et que ça a vraiment un propos. Du moment que ça fait sens pour vous et que vous comprenez ce que signifie chaque chose qu'il y a dans votre récit, c'est gagné. Et à l'inverse, si vous avez une idée de propos, de choses que vous voulez raconter pour faire comprendre un point de vue sur le monde, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une parabole, une histoire qui va permettre de faire comprendre ça sans parler explicitement de ce sujet. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ? Pour prendre un exemple concret, peut-être que vous l'avez pas lu, mais La Horde du Contrevent, qui est un roman d'Alain Damasio, ça parle juste, c'est un univers de fantasy, quoi. On sort jamais du cadre de l'univers de fantasy. C'est des gens qui marchent contre le vent, en gros, et il leur arrive tout un tas de péripéties. Et c'est tout. À aucun moment on va vraiment nous parler de choses qui ont de répercussions dans notre réalité à nous. Tout ce qui se passe, tout ce que les personnages rencontrent, ça reste uniquement dans le cadre de la fiction. Sauf que le propos de La Horde du Contrevent, il est éminemment politique, quoi. Il y a plein de messages sur notre monde, et sauf que c'est jamais dit explicitement, quoi. C'est toujours des situations qui arrivent, qui sont cohérentes dans la fiction et pour les personnages, et qui peuvent faire écho pour nous à d'autres situations de notre réalité à nous, en fait. Et pour moi, c'est exactement ça qu'il faut essayer de faire quand on veut porter un message sur quelque chose. C'est trouver un parallèle, en fait, et ne pas parler de cette chose directement. C'est ça le principe de l'art, quoi. C'est de vous embarquer quelque part et de vous faire ressentir quelque chose, de vous faire vivre quelque chose. Vous savez, c'est comme dans Titanic, bon, vous avez dû le voir quand même, c'est un film un peu connu. Au tout début, t'as les scientifiques qui t'expliquent le bateau, comment il a coulé, bam, il s'est passé ça à telle heure, le machin, la soute a commencé à se remplir, voilà, il s'est passé ça, de façon froide, scientifique et tout. Et t'as la vieille qui est rescapée du naufrage, qui dit oui, non mais c'était une belle démonstration scientifique, mais vous n'y avez pas été, vous n'avez pas vécu ça, quoi. Et à partir de là, elle va commencer à raconter le récit de son point de vue. Et donc c'est formellement montré à l'image, quoi, avec ce plan comme ça où on rapproche vers les yeux et tout. C'est vraiment cinématographiquement, il y a un truc intéressant qui se passe à ce moment-là pour basculer dans le récit. Et à partir de là, le film, c'est juste une redite de ce que les scientifiques t'ont expliqué en 5 minutes,
mais qui va t'impliquer émotionnellement dans l'histoire et va réussir à te la faire vivre de façon beaucoup plus prenante. Et donc c'est ça aussi, là je reprends encore une fois des propos de Alain Damasio parce que pour le coup ce mec est vraiment pas con en termes artistiques, il a vraiment compris comment ça fonctionnait. Il te disait par exemple pour le sujet d'être anti-nucléaire, en fait le militantisme anti-nucléaire, il te dit tu peux faire tous les discours du monde avec des arguments rationnels pour convaincre les gens que le nucléaire c'est pas bien et tout ce que tu veux. Ils ont leur avis et l'expliquer de façon rationnelle comme ça avec des arguments... Ça ne marchera pas, ça va pas convaincre les gens, ça va pas les convertir à une autre façon de penser. Alors que si tu les projettes dans une histoire qui va les impliquer émotionnellement et qui va leur permettre d'adopter un autre point de vue, là tu peux réussir à faire des prises de conscience. Je veux dire, il y a plein de gens qui vont vous dire que tel film a changé leur vie ou leur vision du monde ou quoi, et qui leur a permis de prendre conscience de certaines choses. C'est courant des personnes qui disent ça. Est-ce que ça est déjà arrivé que des gens vous disent que leur vie a changé ou leur vision du monde a changé après avoir entendu un discours politique ou l'explication d'un militant à une AG, quoi. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Et donc c'est pour ça que si vous voulez parler d'un sujet, je sais pas, moi par exemple on va prendre le racisme. Si on veut parler du racisme dans le cadre d'une fiction, il faut justement réussir à trouver la parabole qui va faire que on va prendre tous les éléments qui touchent au racisme, l'exclusion, tout ça, et d'être dans le point de vue d'une personne qui en est victime, mais qui soit pas une situation qui fasse explicitement référence au racisme, parce que les personnes qui ne sont pas en adéquation avec cette idéologie de base ne vont pas s'intéresser à votre histoire et ne vont pas faire l'effort de vouloir la comprendre. Et donc par exemple, c'est pour ça qu'une démarche comme celle du film District 9 est beaucoup plus intéressante en fait, parce que tout le monde l'a déjà dit, le propos central du film c'est un truc sur le racisme, et pourtant ça transparaît à aucun moment. C'est un film de science-fiction avec des extraterrestres, tout ce que tu veux, sauf que c'est exactement une métaphore du racisme et de l'apartheid. Donc voilà, il faut un peu savoir camoufler ces idéologies. On dirait que c'est de la manipulation ce que je vais vous dire, mais c'est pas vraiment ça. Mais il faut un peu savoir camoufler son opinion pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un qui serait d'une opinion adverse en fait. Parce que les gens se braquent quoi dès que vous allez sortir un point de vue qui n'est pas le leur, et ça va pas avoir d'impact sur eux, puisque de toute façon ils seront pas d'accord de base et vont pas écouter ce que vous avez à dire. Et donc voilà, pour finir rapidement sur ce sujet politique et tout le bordel, le grand sujet actuel ce serait le féminisme, un des principaux sujets politiques actuels. Et le truc c'est que quand on voit la façon dont c'est traité dans les œuvres de fiction, ça ne peut pas servir à aucun moment la cause féministe, parce que c'est évident, on voit toutes les ficelles quoi. Ils vont faire exprès de mettre un personnage féminin fort et de baser leur communication là-dessus pour dire regardez, on a évolué maintenant c'est plus seulement des personnages masculins qui prennent les décisions, regardez les personnages féminins aussi peuvent le faire. Sauf que quand ça se voit que c'est des décisions de studio et que tu bases toute ta promo dessus, ça perd tout l'effet spontané que ça pourrait avoir. Et donc de ce fait ça devient très compliqué d'essayer d'avoir un discours un peu militant sans tomber dans le truc un peu putassier quoi. Donc moi tout ce que moi là-dessus j'ai pas vraiment de solution hein. C'est juste d'essayer de dire écrivez des personnages féminins qui soient intéressants, et à la limite c'est tout. Ça fera 10 000 fois plus avancer la cause que de se dire ce personnage important il est masculin, du coup je vais changer le personnage, je vais dire que c'est une femme parce que comme ça mettra plus les femmes en avant. Ça ne marche pas. Et je vous parle même pas de tout ce courant, ça c'est catastrophique, qui consiste à reprendre des films où en gros les personnages principaux étaient des hommes quoi, et de les remplacer avec un casting de femmes. Ça c'est encore pire que tout quoi. Ça fait limite régresser le truc en fait, parce que le message qu'il y a derrière c'est de dire on n'est pas capable d'inventer des histoires où c'est les femmes qui sont créées par des femmes quoi. On est obligé de reprendre des histoires où c'était des hommes qui étaient un personnage principal et de les virer, de les remplacer par des femmes.
Alors qu'on pourrait créer des œuvres qui soient originales et qui feraient avancer les choses. Enfin, je veux dire, c'est de la connerie de penser que toutes les histoires ont été écrites et que maintenant on est obligé de recycler, de faire des suites et des reboots parce qu'on peut plus inventer de scénarios ou d'univers, quoi. C'est de la connerie pure qu'on nous a rabâché le crâne depuis 30 ans, quoi. Le monomythe, c'est de la connerie pure, quoi. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. Enfin bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais, où je voulais en venir avec tout ça, et que vous garderez ça dans un coin de votre tête, quoi, sans vous dire de devoir l'appliquer absolument. Voilà, essayez de penser à ça, et la prochaine fois que vous serez en train d'écrire quelque chose ou quoi, de prendre ça sous un angle différent, quoi. Et enfin, mon dernier conseil, ce sera trompez-vous, plantez-vous, faites des erreurs. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça va imprimer. Parce que je vous parle depuis tout à l'heure, mais ce que je vous dis, ça va pas vous affecter autant que si vous faisiez l'erreur et que du coup vous en tirez une leçon. Et à ce moment-là, là, ça a vraiment un impact sur votre façon de créer. Et donc c'est pour ça que voilà, le fait de donner des conseils aussi, tout ce podcast en fait, je l'appréhendais un peu parce que je me suis dit là je suis en train de vous retirer votre apprentissage en fait, de me dire si au lieu de vous planter, de vous rendre compte de ce qu'il faut faire, je vous l'explique directement, ça ne fonctionne pas. Vous devez passer par une étape et moi je passe pour un donneur de leçons alors que moi pareil, genre je suis la dernière personne légitime à parler de ça parce que j'ai moins de 30 ans et je considère que avant d'avoir en gros je me dis que c'est à partir de ces eaux là quoi, à partir de la trentaine que tu commences à avoir un peu plus de sagesse et d'expérience pour pouvoir vraiment apprendre des choses à d'autres personnes, ce qui veut pas dire que tu peux pas apprendre des choses quand tu as moins de 30 ans, mais t'es déjà beaucoup moins légitime parce que ton point de vue n'est pas encore rodé. Je sais que tout ce que je vous dis là, dans 4 ans j'aurais encore changé d'avis dessus. Mais voilà, je trouvais ça quand même important de transmettre un peu le fruit de mes recherches, de mes réflexions, parce que ça va peut-être vous inviter à créer différemment et donc à faire des erreurs que vous n'auriez pas fait si vous étiez resté dans une autre démarche. Parce que c'est peut-être ça aussi, plus on avance dans l'âge, moins on fait d'erreurs parce qu'on gagne de l'expérience. Voilà, moi je sais que j'ai encore beaucoup à me planter, à apprendre et tout. Et oui, c'est peut-être ça, quoi. À partir de 30-40 ans, tu fais beaucoup moins d'erreurs et tu as un peu plus d'automatisme et d'habileté à pouvoir faire les choses rapidement. Et donc il ne faut pas chercher à ne pas faire d'erreurs, à vouloir les éviter et à faire le truc parfait en fait, à ne pas prendre de risques et faire quelque chose qui soit totalement lisse. Et à ce moment-là, vous devenez Denis Villeneuve. Ce sera le mot de la fin. Et c'est pas mal. Et je vous dis à bientôt pour là, normalement, le prochain truc qui devrait apparaître sur la chaîne. Ce sera un album, Mémoire vive. Voilà, je fais la petite promo là, vite fait. Ça sortira fin août. Et c'est un album de musique, voilà, je pense que j'en reparlerai aussi, je ferai une petite vidéo débrief. Et après ça, je sortirai la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. L'effet d'annonce. Mais voilà, je vais me casser de YouTube, ça veut pas dire que j'arrête la vidéo, ça veut pas dire que j'arrête la création, hein. Mais je vais me casser de YouTube qui est le cancer d'Internet. Et j'ai envie de partir en fracas, quoi, en faisant le maximum de dégâts. Et donc voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo, un petit message qui défonce YouTube, quoi, et puis de me casser là-dessus, et ce sera bien. Mais voilà, j'ai pas envie de partir juste en détruisant tout, j'ai envie quand même d'apporter des choses positives, des choses de création et tout, donc c'est pour ça que je me dis, là voilà, je vous fais un podcast où je vous dis comment créer, où je vous invite à créer, je vous encourage à créer. Je sors avec un album où voilà, j'ai un truc où j'aurais contribué, j'aurais créé quelque chose et tout. Je me dis, bon voilà, j'ai apporté des choses positives. Comme ça, au moins, je peux partir en crachant sur tout et en me plaignant. Voilà, parce que juste se plaindre et dire c'est de la merde et tout, ça sert à rien. Faut apporter des alternatives, faut créer des choses si tu veux être légitime à te plaindre. Et puis voilà, je pense que c'est le minimum que je dois de faire ce podcast. Que de toute façon j'avais envie de faire, et donc là c'est bien le moment. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour
pour mes dernières heures sur YouTube. Et si le cœur vous en dit, on pourra se retrouver sur d'autres plateformes, sur d'autres médias, mais ça je vous en reparlerai. Ceci dit, je sais pas quand est-ce que je vous en reparlerai. Mais bon, bref, enfin voilà, sachez que en tout cas, si sur internet et sur le monde audiovisuel, je vais un peu m'effacer, enfin je me suis déjà effacé depuis un certain temps, mais voilà, je vais un peu disparaître. Ça ne veut pas dire que j'arrête, hein, je vais continuer d'écrire, j'ai de gros projets qui s'annoncent, mais voilà, ça, pareil, j'ai pas envie de faire la connerie de vous en parler, de faire des trucs en train de vous dire, ah voilà, là j'ai écrit 12 chapitres, ça avance, oh là là, enfin voilà, je vous en parlerai quand ça sera fini. Des projets de théâtre où j'ai 2 spectacles qui vont faire bien mal. Ce truc d'album Mémoire vive, enfin voilà, je vais pas m'ennuyer et j'espère que si ça vous intéresse, vous serez au rendez-vous et que vous apprécierez. Et si vous n'appréciez pas les choses que je vais vous proposer, eh bien j'ai envie de vous dire tant pis, mais bon, bref, voilà, j'ai bien parlé, vous m'avez bien écouté. Ce sera la dernière 3e oreille de YouTube, sans regret. Ça a été sympa à faire. Et je vous dis au revoir, à bientôt, faites attention à vous, et créez, bordel de merde, voilà, ça c'est le message de la fin. Créez, prenez un putain de stylo, prenez un papier, je suis fatigué, il fait extrêmement chaud là, on est en août. J'ai pas de ventilateur pour... c'est fini, hein, je conclus, hein, j'arrive pas, voilà, mine de rien, genre j'ai pas envie de les enregistrer ces émissions, mais après j'arrive plus à m'arrêter. Mais bon là c'est la fin, je me lâche. Donc voilà, prenez un putain de papier, prenez un putain de stylo et écrivez des idées, mettez ça en place. Et dès que vous avez le temps, dès que vous avez des grandes vacances ou quoi, allez-y, mettez-vous-y à fond, écrivez, faites des trucs que vous avez envie de faire et qui vous ressemblent, quoi. Bon, je suis arrivé au bout, c'est miraculeux. Au revoir.